3 de notre émission Grand Débat avec les candidats à l'élection présidentielle ou leurs représentants. Seulement, nous sommes rejoints par le représentant du candidat de l'Union pour la République. Le candidat lui-même, c'est Faure Essozimna Gnassingbé, candidat à sa propre succession. Faure Gnassingbé, que je vous présente très rapidement. Le président Faure Gnassingbé est né le 6 juin 1966 à l'hôpital Saint-Jean des Frères de l'Ordre de Saint-Jean-de-Dieu d'Afania dans la préfecture des Lacs. Il est fils du président Gnassingbé Yadema et de Sabine Mensang. Son parcours politique rapidement. Faure Gnassingbé a été élu député de la première circonscription de la préfecture de Blita en 1999. Il a été en ce moment président de la commission des relations extérieures et de la coopération à l'Assemblée nationale. En 2003, il est réélu député, puis ministre de l'équipement des mines et des postes et télécommunications le 27 juillet 2003. À la suite du décès de Gnassingbé Yadema, le 5 février 2005, il devient président de la République le 7 février. Et pour éviter au pays de basculer dans le chaos, il renonce à ses fonctions le 25 février afin de garantir la transparence de l'élection présidentielle le 24 avril. Il est donc candidat à cette élection. Faure Gnassingbé est élu président de la République du Togo le 24 avril 2005 en obtenant 60,15% des suffrages. En 2010, il est réélu et Faure Gnassingbé est donc candidat pour la troisième fois pour l'élection présidentielle du 25 avril 2015. Je le disais donc que c'est son représentant, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation, qui nous a rejoint, Gilbert Bawara. Gilbert Bawara, bonjour. Bonjour. Je co-anime cette émission avec Gilles Boko. Gilles Boko, bonjour. Bonjour Samuel. On va aller rapidement avec les thématiques. Nous aborderons au cours de cette émission 6 thématiques principales. Nous allons commencer avec les 2 premières. Monsieur le ministre, nous allons évoquer avec vous les réformes politiques et institutionnelles pour le renforcement de la gouvernance au Togo, ainsi que le système judiciaire, le renforcement de l'état de droit. Monsieur le ministre, les réformes institutionnelles ont été prescrites par l'accord politique global, de même que la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Le chef de l'État a pris plusieurs engagements de faire ces réformes. Au bout du compte, on ne voit rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je crois que c'est à la fois inexact et excessif. Je voudrais rappeler que de 1991 à 2005, notre pays a traversé une longue et grave crise sociopolitique. Il y a eu beaucoup de dialogues. Et parfois, ces dialogues ont abouti. Et parfois, il n'y a pas eu d'aboutissement. Et en tout et pour tout, on ne peut pas dire qu'il y a eu des dialogues fructueux entre 1991 et 2005. En 1991, c'est le chef de l'État de l'époque qui prend l'initiative de la conférence nationale souveraine. La conférence nationale souveraine s'ouvre et est marquée à la fois par des attaques et des velléités d'exclusion contre le camp du président. En 1994, il y a l'élection législative, on connaît les résultats. Les efforts du président Yadema pour faire en sorte que l'un des responsables de l'opposition soit Premier ministre et l'autre président de l'Assemblée nationale afin d'engager, de relancer le processus démocratique n'aboutit pas en raison des divisions, des rivalités entre les leaders de l'opposition. En 1999, il y a la signature de l'accord cadre de Lomé. Et à l'issue de cet accord, il y a le comité paritaire de suivi qui est mis en place. L'opposition fait tout pour bloquer toute avancée, notamment les histoires de 4/5e, pour prendre les décisions. Et en fait, je crois qu'à l'époque, dès lors que le président Gnassingbé Yadema s'était engagé à ne plus se représenter, on a comme l'impression, l'opposition s'est dit, il vaut mieux l'accompagner jusqu'à la fin de son mandat et éviter de travailler avec lui. C'est dans cette tergiversation, on a plusieurs
même sur le format, les acteurs ne se sont jamais entendus. C'est avec le président Paul Essozimna Gnassingbé que pour la première fois, on a un dialogue structuré. L'agenda a été conçu de manière concertée avec l'implication de tous les acteurs, à savoir l'opposition traditionnelle, les organisations de la société civile. Je dois dire pour la petite histoire, les Togolais ne le savent pas beaucoup. J'avais fait beaucoup de va-et-vient entre Lomé et Bruxelles en discutant avec les responsables de l'Union européenne qui faisaient une sorte d'intermédiation avec M. Gilles-Christ Olympio pour s'assurer que l'agenda du dialogue, le format du dialogue, les résultats du dialogue, que nous puissions nous accorder là-dessus. C'est une fois ces préalables-là obtenus que le dialogue a été lancé, d'abord en novembre 2005 à Lomé, et ensuite de manière beaucoup plus suivie à partir d'avril 2006. Le dialogue qui a abouti à la signature de l'accord politique global. Maintenant, vous me parlez des réformes politiques, des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Il y a des contre-vérités et une supercherie que j'aimerais profiter de nos discussions et de nos échanges pour lever. L'accord politique global dit deux choses essentielles en ce qui concerne ces réformes. En ce qui concerne les modalités, on dit que le gouvernement de transition, le gouvernement d'union nationale, doit recueillir les propositions de réformes constitutionnelles et institutionnelles et les soumettre à l'Assemblée nationale issue des élections législatives. Vous savez bien, le dirigeant du gouvernement d'union nationale n'était autre qu'un responsable de l'opposition. Cette modalité-là, il faut la retenir. Il s'agissait pour le gouvernement d'union nationale de recueillir les propositions de réformes constitutionnelles et de soumettre ça à l'Assemblée nationale issue des élections législatives d'octobre 2007. La deuxième chose, l'APG a dit que ces réformes doivent être opérées de manière consensuelle. Il y a des points qui sont listés. Je crois qu'il y a 6 points qui sont listés. Et si nous retenons les principaux points, qu'il s'agisse de la recomposition de la Cour constitutionnelle, qu'il s'agisse de la limitation du mandat présidentiel, qu'il s'agisse des modes de scrutin, aussi bien pour les élections législatives que pour l'élection présidentielle, l'APG n'a pas donné d'indication de comment il faut le faire. On dit mode de scrutin, mais on ne dit pas quel mode de scrutin, pour quel mode de scrutin il faut opter. Seulement pour les élections législatives, il était indiqué que l'option c'est entre le mode de scrutin majoritaire et le mode de scrutin proportionnel. Et finalement, en conseil des ministres, avec la contribution de ceux qui étaient à l'époque dans ce gouvernement, que nous avons opté pour le mode de scrutin de liste, proportionnel de liste, à la plus forte moyenne. Mais on constate au passage que ce mode de scrutin est déjà décrit par certains. Pourtant, il respecte scrupuleusement les prescriptions de l'accord politique global. Mais en ce qui concerne les réformes constitutionnelles et institutionnelles, il s'agissait à la fois pour le gouvernement d'union nationale de prendre des initiatives, ce que le gouvernement d'union nationale n'a pas fait, et deuxièmement, de rechercher à travers le dialogue, la concertation, un consensus sur les points qui étaient listés. Quand on parle de consensus, cela signifie qu'il faut discuter. Sans doute, les protagonistes peuvent avoir des points ou leur position de départ, mais il faut essayer d'aller vers un terrain d'entente, voire des compromis, si ce n'est pas le consensus. Monsieur le ministre, on va faire court. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que si les réformes institutionnelles n'ont pas été faites, c'est la faute de l'opposition? Non, moi je ne voudrais pas jeter le tort exclusivement sur tel ou tel autre. Parce que quand on est un parti politique, on va à la conquête du pouvoir, au-delà de l'animation de la vie démocratique. Si un parti politique, si un leader politique estime que pour les intérêts de son parti, pour les intérêts de lui-même, il ne peut pas œuvrer à l'aboutissement des réformes, je ne dois pas nécessairement dire qu'il a tort. Vous avez été témoin. Si je prends les 2 derniers épisodes, nous avons dialogué sous l'égide de Monseigneur Barriga. Il n'y a pas eu de compromis.
Mais le gouvernement, sous l'impulsion du candidat président fort, a pris l'initiative, conformément justement à la prescription de l'APG, de compiler, je dis bien compiler, toutes les propositions de réforme constitutionnelle et d'envoyer ça à l'Assemblée nationale. C'est ainsi que le texte que le gouvernement a envoyé à l'Assemblée nationale, certains ont trouvé un peu paradoxal qu'il n'y avait pas de prise de position sur ce texte. Mais si vous lisez l'accord politique global, vous voyez que nous étions en totale conformité de cet accord qui dit que le gouvernement doit recueillir les propositions de réforme et envoyer à l'Assemblée nationale. Quand on a envoyé ce texte à l'Assemblée nationale, je voudrais résumer les principaux points qui étaient inscrits dans le texte, au-delà de la recomposition de la Cour constitutionnelle, y compris la désignation de son président et le mode de prise de décision. Il y avait également la question du Sénat, qui faisait pratiquement l'objet d'un consensus. Je voudrais d'ailleurs revenir d'un point sur la Cour constitutionnelle et dire, même s'il n'y a pas eu de réforme sur cette question, le président Faure Gnassingbé, candidat Faure Gnassingbé, à l'occasion de la dernière recomposition de la Cour constitutionnelle, a consulté toutes les sensibilités et tendances politiques pour leur demander de faire des propositions. Cela n'est pas... Parfois, on nous reproche un déficit de communication. Cela n'est pas sûr. Mais je profite pour le dire. Il a consulté toutes les tendances. Et ils n'ont pas fait de proposition. Toutes les tendances n'ont pas fait de proposition. Notamment l'ANC n'a pas fait de proposition. Mais si vous regardez bien, dans la Cour constitutionnelle telle est composée aujourd'hui, comme c'est une institution indépendante, je ne voudrais pas commencer à épingler les membres dont on sait qu'ils sont issus de partis politiques d'opposition. Alors, je disais, lorsque les textes sont allés à l'Assemblée nationale, nous avons constaté qu'il n'y avait pas de consensus. L'opposition, pour me résumer, disait qu'il fallait à la fois modifier la limitation du mandat présidentiel et le mode de scrutin à l'élection présidentielle. Le mode de scrutin ne figurait pas parmi les textes que nous avions envoyés parce qu'il y avait de telles divergences et désaccords sur ce point que nous n'avions pas envoyé ça. Et au cours de discussions informelles, la majorité s'est rendue compte que s'il y avait un compromis sur le mode de scrutin, peut-être ça pourrait aider l'opposition à céder concernant la limitation du mandat présidentiel. Donc, la majorité a demandé au gouvernement d'introduire une disposition complémentaire consacrant la modification du mode de scrutin. La position de la majorité sur la limitation du mandat présidentiel est simple et claire. Et c'est cette position qui continue à prévaloir aujourd'hui. Oui, une